Comment ça va? Et aujourd'hui, c'est le jour, c'est vendredi, c'est le moment de discuter, d'avoir une conversation avec Jirez et rien d'autre. Un petit résumé de quelque chose qui se passe en ce moment, parce que Jirez m'a envoyé une publication. Tu as déjà vu ça? Je le vois. Et donc, évidemment, j'ai été surpris parce que Donald Trump a envoyé, selon ce que dit le New York Times, il a envoyé ou il va envoyer. En fait, il compte envoyer l'armée des États-Unis contre des cartels étrangers. Le président Trump a déjà signé un décret, une directive, pour que le Pentagone utilise des forces militaires contre des cartels latino-américains désignés comme terroristes. Selon eux, la mesure vise à freiner le flux de fentanyl et d'autres drogues. Même s'ils ne mentionnent pas le Mexique, c'est évidemment ce qu'ils ont toujours évoqué, en plus d'avoir déjà inscrit sur la liste les cartels qu'ils considèrent comme terroristes. Alors, tout cela, ce sont des sources anonymes fiables qui ont confirmé que des responsables des États-Unis préparent déjà des plans d'opération en mer, sur terre, surtout en mer et sur terre, contre ces groupes. Le passage, selon lui, soulève de sérieux doutes juridiques sur leur entrée dans un autre pays. Par exemple, s'ils éliminent des Mexicains, par exemple, ou des Colombiens, c'est-à-dire s'ils éliminent des civils, comment cela est-il légalement possible? C'est-à-dire, comment cela fonctionne-t-il? Le département de la Défense, pour l'instant, et ils lui ont demandé, enfin, ils ont demandé à celui du Pentagone, et le Pentagone dit qu'il ne peut parler d'aucun sujet de ça. Alors, comment vas-tu? Gérès? Bonjour, très bien. Tout d'abord, bonjour, salutations à toute la communauté. Eh bien, nous nous sommes réveillés avec cette nouvelle. Je veux dire, on ne peut jamais vraiment planifier les vidéos ici. Parce que chaque jour, il y a 10 nouveaux sujets qui sortent. Ce sujet, même s'il n'est pas nouveau, et je pense que, en quelque sorte, l'idée était déjà en circulation depuis le début de l'année, avec l'arrivée de Donald Trump. Dans cette deuxième période qui se formalise, le fait de classer les groupes de narcotrafic comme groupes terroristes, maintenant appelés narcoterrorisme. Cette partie n'est pas nouvelle, la nouveauté serait une signature complète, ce serait une erreur. Totalement. Il faut rappeler qu'il avait déjà été révélé, surtout pendant la période de Biden, que l'administration de Donald Trump. Dans un premier temps, il avait l'intention et avait à plusieurs reprises demandé des plans. Ou comment pouvoir intervenir militairement contre les cartels. Et que le groupe qu'il avait à ce moment-là le freinait d'une manière ou d'une autre, ou disait qu'il n'y avait pas de possibilité. Que cela vraiment sortait du cadre normatif qui leur permettait d'agir ainsi. Maintenant, dans cette nouvelle administration de Donald Trump, il faut se rappeler donc comment met-il de côté tous ces personnages qui, d'une manière ou d'une autre, osaient lui dire non, et à lui mettre les freins que toute personne avec du bon sens devrait mettre. Donald Trump fait donc maintenant ce qu'il a toujours voulu faire. C'est une situation qui est très complexe. Effectivement, comme tu le soulignes, ça va être très compliqué. Un fondement légal, un fondement juridique autour de la manière dont ces interventions vont avoir lieu. Oui, et cela ne va pas seulement affecter le Mexique, cela ne va pas seulement affecter le Venezuela parce que la présence de ces groupes est essentiellement partout dans le monde. Bien sûr. Qu'ils vont se concentrer dans ces pays, mais pour dire quelque chose, peut-être en Argentine, ou peut-être au Salvador, ou peut-être en Équateur, ils n'auront aucun problème à agir dans le sens où il y aura sûrement une coopération bilatérale pour faire face aux groupes de narcotrafic. Le problème va se poser dans les pays où il y a des positions idéologiques opposées. Et cela, nous l'avons déjà constaté, surtout dans des cas très précis. Comme c'est le cas du Venezuela, de la Colombie, du Mexique, du Brésil, où il y a déjà eu certaines divergences. Comment s'est déroulée la question des procédures judiciaires contre les présidents? Et ce sont des pays qui ne sont pas alignés ou qui ne suivent pas la même logique que les États-Unis. Ce que je ne qualifie ni de bon ni de mauvais, je le décris simplement. Quel pourrait être ce scénario? Quelque chose qu'il me semble impossible de ne pas relier, ce sont ces procédures judiciaires contre différents barons de la drogue, des procédures où des accords sont en train d'être conclus. Nous en parlions il y a quelques instants hors antenne. Le cas de Caro Quintero. Caro Quintero est le baron de la drogue le plus important pour les États-Unis. 2006.
Pas parce qu'il soit celui qui est la plus grande opération actuellement ou récemment, mais à cause de l'affaire de l'agent de la Drug Enforcement Administration qui a été assassiné. Kiki Camarena, qui est une affaire qui, à l'époque, a été un scandale, parce qu'il y a toujours eu cette épine-là. Les États-Unis, de ne pas avoir pu agir contre ce narcotrafiquant et tous ceux qui sont impliqués. Cette semaine, il est annoncé que tant Mayo Zambada que Caro Quintero, Elvis Roy, échappent à la peine de mort, et que les États-Unis renoncent à demander la peine de mort. Ce qui nous laisse entendre, ou nous pouvons en déduire, qu'il y a un accord ou qu'il y aura un accord avec ces personnages. Et c'est justement là où il pourrait exister ou où les États-Unis pourraient en chercher cette justification ou ce raisonnement pour expliquer pourquoi intervenir dans ces pays. Il faut en tenir compte car il est évident que pour que cela fonctionne, pour que les cartels de la drogue opèrent comme ils le font, il doit y avoir une complicité des autorités. C'est-à-dire, il est impossible que des opérations mondiales fonctionnent comme si c'était des multinationales, sans que des autorités, aussi bien en Amérique latine qu'aux États-Unis, soient impliquées. Ça va être très intéressant de voir comment tout cela va se dérouler en plus, à un moment extrêmement complexe. Je pense que l'Amérique latine était normalement la région la plus tranquille du globe en ce qui concerne ces mouvements géopolitiques, j'insiste. Et c'est très compliqué de pouvoir le faire, de définir comme quelque chose de positif ou de négatif, parce que nous ne connaissons pas les implications possibles, et surtout, nous ne savons pas quel sera le type d'action. Si on me disait qu'il s'agirait de tirs de précision, pour ainsi dire, que seuls les concernés seraient les coupables, les délinquants, eh bien, quelle meilleure nouvelle pour l'Amérique latine. Mais cela semble difficile. Et vraiment, eh bien, j'espère que cela se fera de la meilleure façon possible. Si c'est déjà un fait que cela va se faire, j'insiste, tout semble indiquer que c'est le cas. Maintenant, cela ne veut pas dire que ça va commencer à se produire demain, c'est-à-dire pas nécessairement. Cela peut prendre du temps, cela peut être dans 2 ans, ou effectivement cela peut être demain. Et quelque chose que je pensais même que nous allions commencer, qui est sans aucun doute dans la même lignée, c'est le sujet de Maduro. Hier. Cette récompense est augmentée. Elle est doublée pour Nicolas Maduro, pour Padrino Lopez, pour Diosdado Cabello et pour tous ces personnages centraux du gouvernement ou de la dictature vénézuélienne. Et l'accusation contre eux est justement le trafic de drogue. Et l'accusation contre eux est la relation qu'ils entretiennent avec le cartel de Sinaloa. C'est qu'ils font partie du cartel de Los Soles. Je pense que nous ne pouvons pas voir ces nouvelles séparément. Est-ce une bonne chose? C'est la question posée à la présidente sur ce sujet. Et elle répond non. Eh bien, c'est parce qu'ils doivent se baser sur les lois du Mexique. Lorsque vous extradez quelqu'un et qu'ici la peine de mort n'existe pas, c'est pour cela qu'ils décident de ne pas procéder de cette manière. Eh bien, c'est le commentaire qu'ils font parce que disons que selon cette règle, on ne pourrait pas le faire, n'est-ce pas? C'est en partie la réponse qui a été donnée, j'imagine, aussi pour calmer le nervosité interne. Mais il y a bel et bien du nervosité. Maintenant, imagine-toi, qu'est-ce qu'un personnage comme Caro Quintero pourrait dire après des années à opérer presque en étant diminué, il n'est plus un chef. Quelles informations pourrait-il avoir sur le passé? Aussi, qui pourrait être lié à un intérêt actuel? Et un autre sujet que tu évoques bien, c'est que peut-être toute cette approche ne soit pas orientée vers le Mexique, mais peut-être plutôt vers le Venezuela. Que ce soit une tentative d'aller et d'essayer de renverser Maduro. Je ne sais pas si à ce niveau-là, mais bon, disons que c'est une autre option, parce qu'il a aussi été mentionné que la carcelle de Los Soles est également considérée comme un groupe terroriste. Je dirais qu'une première étape sera le Venezuela. La figure de Maduro est insoutenable. La fraude électorale d'il y a 1 an a été totalement éhontée. D'ailleurs, certaines, voire de nombreuses voix de la propre gauche l'ont signalé de cette manière. Ce qui doit être reconnu, c'est qu'ils n'ont pas laissé l'idéologie l'emporter.
et qu'ils ont mis les points sur les i. L'Organisation des États américains, il y a quelques jours, si je ne me trompe pas, s'est à nouveau prononcée à ce sujet concernant la question du Venezuela. Et les États-Unis. Il semblait, ou il semblerait, qu'ils ont été très prudents dans leur action. Avec l'augmentation des tensions, comment s'est déroulée la répression au Venezuela, surtout dans les jours qui ont suivi l'élection? Eh bien, beaucoup d'entre nous en sont venus à penser que cette fois, ils allaient vraiment intervenir ou qu'ils allaient renverser Nicolás Maduro. Pourtant, cela ne ressemble pas vraiment à un calme tendu, n'est-ce pas? Mais ces dernières semaines, il y a eu une augmentation des tensions, surtout à l'intérieur du Venezuela. Et les rapports qui ont été publiés par différents groupes, y compris par le gouvernement lui-même. Il y a quelques jours, Diosdado Cabello est sorti pour dire que nous avons arrêté des terroristes américains qui allaient m'imposer une bombe et je ne sais quoi d'autre. Hier, il a été rapporté qu'il y avait une zone de renseignement où le nom Semfi est apparu, mais je ne me souviens plus du nom exact en ce moment. Oui, oui, oui. En gros, leur Gestapo, c'est ça. Qui se trouvait autour de l'ambassade des États-Unis. Ils prenaient les téléphones portables des citoyens pour vérifier quel type d'informations ils avaient. C'est quelque chose qu'ils font déjà depuis la dernière élection, ou la soi-disant élection, le Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, exactement. Dans ce sens, cette tension qui est en train de se manifester, je ne pense pas que ce soit gratuit de la part du régime vénézuélien. Je ne pense pas qu'ils comprennent très bien où va le gouvernement de Donald Trump. Au début du mandat de Trump, comme nous l'avons évoqué, la question de l'importance de quelqu'un comme Marco Rubio dans la position qu'occupe Marco Rubio. Il a effectivement un intérêt personnel, particulier et politique. Il s'agit aussi de la destruction et d'empêcher que ces régimes continuent de contrôler des pays. Et spécifiquement, je veux dire, la priorité pour lui, c'est Cuba, sans aucun doute. Mais il y a Cuba, il y a Daniel Ortega au Nicaragua et il y a Nicolás Maduro au Venezuela. Et dans une moindre mesure. Mais ils doivent aussi les surveiller à cause de la proximité, comme la Colombie, le Brésil, le Mexique et même la Bolivie. Alors il vient. Je pense que des semaines très tendues arrivent. Il y a beaucoup de choses qui se passent et qui semblent indiquer un certain calme, mais en même temps, il semble que ce calme soit le prélude à quelque chose d'autre. On dirait qu'il va se passer quelque chose de grand, non? Je ressens Girs, mais que ce n'est pas encore arrivé, non? Tu veux dire que tout ça, ce ne sont que des signes, c'est-à-dire ce dont on parlait hier à propos de l'affaire Maduro et toute cette augmentation de la récompense au double. D'un côté, on dirait que tu dis, bon, s'ils augmentent les récompenses, c'est qu'ils ne vont rien faire, parce que s'ils mettent pour la récompense, c'est-à-dire, ils ne comptent pas agir eux-mêmes. Il faut que quelqu'un d'autre agisse, non, pour dire ça? Et n'oublions pas le cas d'Einstein. Tout ce qu'il génère du spectacle et tout ce qui génère du show, eh bien, ils vont continuer à le faire, non? Avec ces rideaux de fumée, alors? D'un côté, il y a ça, et plus la pression augmente sur le cas d'Einstein, plus ils vont mettre la pression sur des affaires controversées, comme par exemple aller envahir un autre pays, n'est-ce pas? Non, et bon, si demain, pour dire quelque chose, je ne dis pas que ça va arriver demain, mais si demain, les États-Unis envoient un drone et lancent une attaque n'importe où en Amérique latine, avec la justification que ce soit pour n'importe quel type de raison. Je ne te parle même pas de Maduro. Einstein, pardon, ce ne serait pas la nouvelle en aucun cas. La nouvelle serait celle-là et ce serait mondial. Et toute l'attention serait tournée de ce côté-là. Je dois revenir un peu à ce qui concerne le Mexique parce qu'il y a quelque chose qu'on semble avoir oublié. Quelle a été la première action des États-Unis sur ce sujet? Je ne sais pas si tu te souviens, au début de cette nouvelle administration de Donald Trump, qu'ils ont envoyé ces porte-avions juste à côté de la Basse-Californie. Ils étaient juste en face des côtes où je vis, ici à Ensenada. Ah d'accord, oui. Un avion à parcourir. Quelques navires. Ce n'étaient pas des porte-avions, mais c'était de grands navires. Mais ils transportaient quand cet avion ou drone? Oui, un espion, non? C'est le drone espion, le même qui est utilisé au Moyen-Orient? Oui. Eh bien,
Ce drone a dû recueillir quelque chose, ou même pas mal de choses, pour être plus précis. Il faut se rappeler que ce n'était pas seulement en Basse-Californie, mais aussi sur les côtes. Par la mer de Cortés, où la zone comprend le Sinaloa, le Sonora et la péninsule de Basse-Californie. Voici ce que nous savons. Il y avait aussi les parcours que faisait à travers le pays et du côté de la frontière américaine, sur toute la ligne frontalière. Où se trouvent les États où la présence des groupes de narcotrafiquants est la plus forte? Je commence à voir cela, et là, oui, je me le demande presque tous les jours. Et ce n'est pas une élucubration de ma part. Mais moi, je commence à voir un schéma et je commence à voir des lignes qui commencent à se rejoindre. Je pense qu'on ne peut pas voir cela séparément. Je pense que cela a vraiment été une série d'étapes bien définies. Je ne pense pas qu'en ce moment, ni le Pentagone ni le département de la Défense soient en train de faire les plans. Je pense qu'ils ont déjà les plans depuis longtemps. Et je pense que les plans incluaient, comme première étape, le fait de les désigner comme groupes terroristes, la présence de ces drones espions ou de ces navires, les procès qu'ils ont menés, la négociation avec les différents barons de la drogue, les pressions qu'ils ont exercées sur différents pays. C'est-à-dire les pressions qui ont été exercées sur le Mexique, au-delà de la question des tarifs douaniers, mais concernant les liens possibles ou probables avec le narcotrafic, ont été plus que claires. La pression qu'ils ont exercée sur Petro, qu'on l'aime ou non, mais elle est là et elle est évidente. Avec le Venezuela, c'est évident, mais ce n'est pas le cas avec la question du Brésil, par exemple. Et cette ingérence que les États-Unis ont eue dans le processus mené par Jair Bolsonaro, ça avait été une campagne qui, même si elle dure depuis un certain temps, c'est vrai, elle dure depuis un certain temps, il est même possible que cette planification existe, mais dernièrement, il semble qu'il y ait une campagne plus claire. Et c'est pourquoi, tout au début, quand ça commençait, nous parlions de cette situation, de ce que tu viens de dire à propos de Marco Rubio. Le secrétaire d'État est le poste le plus important après le président, parce que le vice-président, il ne fait pas vraiment beaucoup plus qu'être attentif à ce qui se passe. S'il devient président, il doit savoir quoi faire, mais en dehors de ça, ce n'est pas quelqu'un qui agit vraiment à grande échelle. Celui qui agit, c'est le secrétaire d'État. Et le fait qu'il ait nommé un expert sur la question latino-américaine, quelqu'un qui a vécu personnellement la situation, par exemple, de la dictature à Cuba. C'est-à-dire, à cause de sa famille, n'est-ce pas que sa famille a dû vivre cette situation? Donc, il connaît, il sait, il a des informations et un réel intérêt pour le sujet. Donc, c'était étrange qu'après qu'il soit la guerre Russie-Ukraine, toutes les multiples guerres au Moyen-Orient et plein d'autres choses, qu'ils ne mettent pas quelqu'un avec ce profil, mais qu'ils choisissent plutôt un profil latino et un profil anti-autocrate, anti-dictateur, non? Alors, mais au final, les mois ont passé et il ne s'est rien passé jusqu'à maintenant. Attention, attention, y a-t-il quelque chose que je dois mettre sur la table? Oui, parce que c'est que nous avons avancé si vite dans un tourbillon d'informations cette année. Oui, on oublie quelque chose. Seulement 8 mois se sont écoulés depuis le début de l'administration Trump. Ce n'est pas qu'on n'ait rien fait, il vient juste d'arriver. Il n'a même pas accompli un quart de ce que sera son mandat et je pense qu'il s'est déjà passé trop de choses parfois. Parfois en tant que simple mortel. Nous aimerions peut-être que tout cela avance plus vite, que ce soit plus clair quant à la direction que cela prend. Je pense qu'au contraire, ça avance même assez vite. En seulement 8 mois, nous sommes passés de un drone espion sur le territoire mexicain, de qualifier les cartels de terroristes, de livrer environ 30 barons de la drogue, c'est-à-dire pas des petits, vraiment des principaux narcotrafiquants, que des accords ont commencé à se concrétiser, et maintenant cette série de possibles interventions qui pourraient... J'insiste sur le mot « possible », parce que d'abord, même si tout semble indiquer que oui, et même si, sûrement. Ceci est une fuite qui...
le propre gouvernement de Donald Trump provoque. Autrement dit, c'est un message que le gouvernement de Donald Trump veut faire passer. Et j'affirme cela, ou j'ose l'affirmer, parce qu'il s'agit d'un sujet aussi délicat. Je n'imagine pas qu'un employé du gouvernement se dise « Tiens, je vais en parler à un journaliste ». Non, ce n'est pas un ragot, ce n'est pas ça. Un tel a une maîtresse. Et apparemment, machin et truc se sont disputés lors d'une réunion au Pentagone. Tu ne parles pas d'un changement radical dans la politique latino-américaine, comme on n'en a peut-être pas vu depuis 30 ou 40 ans. Nous parlons d'une possible intervention militaire des États-Unis dans des pays d'Amérique latine. Et cela, nous en avons parlé maintes fois et je pense qu'à l'émission précédente, nous avons beaucoup insisté sur ce point. Dans une Amérique latine plus polarisée que jamais. Et une Amérique latine où il y a un secteur avec un discours anti-yankee, anti-impérialiste, qui essaie prêt à justifier n'importe quelle atrocité de Nicolás Maduro, d'Ortega, de Díaz-Canel, pour cette question de la soi-disant souveraineté et pour cette question anti-impérialiste, anti-yankee, etc. Et tu as un autre secteur de la population qui est totalement à l'opposé et qui souhaite ardemment que les États-Unis interviennent, entrent et expulsent ces régimes. Au point de justifier des régimes ou de justifier des actions comme celle de Bukele, comme celle de Novoa, comme celle de Milei. La situation en Amérique latine est extrêmement complexe et risque de devenir explosive. Exactement. Et ce que Trump ne comprend peut-être pas, c'est qu'une intervention de ce type serait également justifiée. Eh bien, certains groupes, pour ainsi dire, nous le disent. Ils veulent intervenir, ils veulent faire ceci, ils veulent faire cela. Et donc, tu polarises encore plus, tu divises encore plus. Et cela, eh bien, comporte aussi beaucoup de risques internes dans les pays. C'est pourquoi cela devra être géré de manière très intelligente, surtout de la part des démocraties d'Amérique latine qui pourraient être affectées, n'est-ce pas? C'est-à-dire essayer de trouver un juste milieu et dire, bon, jusqu'ici, je peux collaborer, mais voici mes lignes rouges. Et celles-ci ne peuvent pas être franchies, sinon il devrait y avoir des conséquences. Sinon, ils feront aussi ce qu'ils veulent, ça arrive. Moi, ça m'inquiète. Attention, c'est un sujet très complexe. D'un côté, j'ai... Au Mexique, sans la pression de Donald Trump, rien ne serait fait en ce moment. L'année dernière, exactement. Et c'est même apprécié. C'est une bonne chose qu'il y ait une pression des États-Unis, parce qu'on commence à regarder la question du crime organisé. D'une part, qu'ils emmènent tous les narcotrafiquants, et même s'il y a des opérations militaires, eh bien, je serais ravi, il n'y a aucun problème. Cependant, je ne pense pas que cela s'arrêterait là. Je ne crois pas non plus qu'il y aurait uniquement des tirs de précision. Il peut y avoir une atteinte à la population, il peut y avoir une atteinte à des personnes innocentes, à des civils. C'est préoccupant, car il y aura aussi une réaction de l'autre côté. Je n'imagine pas ces groupes de narcotrafiquants donc, qui sont vraiment aussi armés que n'importe quel groupe terroriste au Moyen-Orient rester les bras croisés. Et quelle sera la réponse internationale ? C'est un scénario à plusieurs niveaux et à plusieurs couches. Maintenant, attention, et ici je fais bien. Précision importante, ce que je vais dire ensuite n'est pas forcément vrai, c'est une simple spéculation. Je vais jouer au spéculateur et mettre un petit chapeau en aluminium. Voyons ensemble quel est le scénario complet. La semaine prochaine, il y aura la réunion entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Vladimir Poutine a eu aujourd'hui un appel avec Xi Jinping. Où la Russie parle-t-elle? Où la Russie publie que l'appel concernait la discussion qu'ils vont avoir avec les États-Unis. Et il y a l'idée de pouvoir construire un accord pour l'Ukraine. Et la portée élevée de manière permanente pour papa? Il faut rappeler qu'avant de lancer l'invasion de l'Ukraine, Blind et Poutine se sont réunis avec Xi Jinping. Lorsque les Jeux olympiques d'hiver ont eu lieu, oui, et c'est seulement après la fin de ces Jeux que l'invasion de l'Ukraine a commencé. Mais un autre point que nous oublions, c'est l'appel téléphonique que Netanyahou a eu avec Vladimir Poutine ces derniers jours. Qui a été là? Deuxième, 2 appels?
Oui, qui a été la deuxième en une période d'1 semaine et demie. Oui, quelques jours, 2, 3 jours, oui. Il faut souligner qu'actuellement, la gestion m'a paru très mauvaise. C'était d'ailleurs l'un des sujets principaux que j'avais à l'esprit. Comment les politiques tarifaires des États-Unis contre l'Inde poussent-elles l'Inde vers le bloc russe ou le bloc chinois? C'est à tel point que l'annulation de l'achat d'avions que l'Inde avait prévu avec les États-Unis a été annoncée. Modi a dit, contrairement à d'autres régimes ou à d'autres présidents. Je pense qu'il comprend très bien quelle est l'importance de l'Inde en ce moment, quel est le potentiel de croissance à court terme que l'Inde va avoir. Et dans ce sens, Modi ne s'est pas plié devant Donald Trump, au contraire. Je pense qu'il augmente la mise avec ce rapprochement avec la Russie, et il faut rappeler que l'Inde fait partie des Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. Alors toute cette gestion commence à se mettre en place. À un moment donné, on a même spéculé lorsque Donald Trump montrait autant de proximité avec Poutine et autant de distance avec Zelensky. Attention, c'est presque de la théorie du complot. Je ne dis pas qu'il y ait des éléments qui le confirment, mais c'était une spéculation qui circulait. Qu'Israël contrôle le Moyen-Orient, que la Russie contrôle cette partie qui revient à la Chine, la partie asiatique, et que les États-Unis gardent la partie de l'Amérique latine et de l'Europe. Avec la publication d'aujourd'hui dans le New York Times, la spéculation sera sans aucun doute relancée. J'insiste, ce n'est pas que ce soit ainsi, ce n'est pas qu'il y ait des éléments pour dire c'est clair ou il y a des preuves qui nous disent cela, mais c'est une possibilité. Peu importe leur orientation politique ou leur situation géographique, les pays et les régimes ont des intérêts. Et maintenant, que cela nous plaise ou non, que nous soyons d'accord ou non. Il y a des changements géopolitiques qui vont marquer une nouvelle ère ou une nouvelle étape dans l'histoire. Quoi qu'il arrive, que ce soit ainsi, que les tensions prennent fin et que demain, tout le monde signe une belle paix. Ce n'est plus le même monde qu'il y a 1 an, 2 ans ou 3 ans. Nous parlons donc déjà de blocs très différents. Nous entrons donc dans une période extrêmement riche en actualité, extrêmement intéressante, mais aussi une période qui peut être dangereuse. J'insiste et souligne le mot « peut ». Cela ne veut pas dire que quelque chose va forcément se passer, mais cela signifie que les tensions se dessinent ou augmentent. Décontractant spécifiques pour certaines mesures que les pays vont prendre. Ce sera crucial ce qui se passera et ce qui sera révélé, ce qui sera connu de cette réunion entre Vladimir Poutine et Donald Trump. Le sujet ici entre la guerre des tarifs douaniers qui a provoqué un isolement des États-Unis, même s'ils disent que non, mais c'est ce qui se passe. C'est-à-dire, le Mexique et le Canada sont déjà en train de chercher à améliorer leurs relations commerciales. Même le Premier ministre canadien va visiter le Mexique. Eh bien, jusqu'à présent, je veux dire, c'est le cas. Cela fait plus de 6 mois et la présidente Claudia Sheinbaum n'a toujours pas effectué de visite officielle aux États-Unis. C'est un sujet qui attire l'attention, mais elle va effectivement avoir une réunion de... Ce sujet suscite l'intérêt, mais elle aura bien une réunion d'État avec... C'est un sujet qui attire l'attention, mais elle va effectivement avoir une réunion d'État. Donc, les États-Unis aussi en ont, et je pense que c'est pour ça qu'ils vont tirer les oreilles à Trump. Il doit mesurer ses mouvements en Amérique latine en tenant compte aussi que, ces mêmes pays, s'ils ne sont pas avec les États-Unis, devront être avec quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi d'autres blocs, même si ce n'est pas la même chose, même si ce n'est pas de la même taille, ils deviennent de plus en plus grands. Et tout le monde est sûr que les prochaines puissances, en dehors de la Chine qui est évidente, seront l'Inde et l'Indonésie. En fait, beaucoup pensent même que l'Indonésie sera bien au-dessus de l'Inde, c'est-à-dire ils voient l'Indonésie aussi forte que ça dans un avenir proche. Mais il y a aussi le Vietnam et les Philippines. Et ce sont des pays qui font aussi des choses intéressantes en Asie. En plus, le Mexique s'entend bien avec le Japon, il s'entend bien avec la Corée. Tellement que ici, je veux dire, ici, on en a plein de Coréens qui vivent et qui font de l'industrie ici au Nuevo-Léon. Mais c'est aussi parce que nous sommes proches du Mexique, des États-Unis. Donc, je pense que les deux parties devront être en train de se comprendre pour que cela ne devienne pas une poudrière.
Comme tu dis, évidemment que je trouve intéressant, est-ce que tu dis, je ne le vois pas si lointain, à ce que, eh bien, ce qui se passe en ce moment pourrait aussi être exploité par la Russie, par la Chine, non? C'est-à-dire, il y a plusieurs blocs, enfin, pas beaucoup, mais il y a plusieurs blocs qui sont déjà impliqués partout dans le monde, même aux États-Unis. Écoute, hier, un membre de ma famille me parlait des États-Unis et me disait, hé, pourquoi la Russie dépense-t-elle $1 trillion dans la guerre contre l'Ukraine? Je lui ai dit, d'où tu sors ce chiffre? Il me dit que certains médias disent cela. Je lui ai répondu que je vais lui dire ce que The Washington Post dit. Un média assez connu et assez sérieux sur tous ces sujets. Et leur chiffre est de 300 milliards. C'est ce qu'ils ont dépensé pendant toute la guerre. Et alors, il me disait, alors, quel intérêt ce média peut-il avoir à dire cela? Et moi, exactement, c'est là que ça se joue. Te préparer à... Cette opinion, ce qu'elle te dit exactement, c'est qu'elle te donne une information qui veut montrer la Russie comme étant plus forte en interne aux États-Unis. Ou même, attention, Je te le changerai. dans un état d'alerte de... La Russie, dans un état d'alerte de la Russie. Cela peut aussi être... Attention. Moi, personnellement, oui, ce n'est pas vraiment une opinion applaudie ou reconnue. Je considère vraiment que le régime de Vladimir Poutine doit prendre fin. Je pense vraiment que l'Europe, surtout à cause de sa proximité, est quasiment à sa porte. La guerre doit avoir une présence et une action beaucoup plus importantes. Je comprends la prudence à cause de ce qui pourrait se déclencher, sinon, cependant, de la population ne veut pas qu'il y ait une intervention en Russie. Et je le comprends à cause de l'escalade que cela pourrait entraîner. Cependant, plus tu tardes, de toute façon, tu finiras par intervenir et pour moi, c'est inévitable. Pour l'instant, et selon nos connaissances actuelles. Aujourd'hui, je ne vois pas de conditions pour que la guerre en Ukraine se termine, tout comme je ne les vois pas en Israël, en Palestine, en Iran. Non. Un autre point que j'aimerais souligner est l'augmentation des tensions qui a eu lieu entre la France, l'Angleterre et Israël. Oui, parce qu'il semble que ce soit un sujet mineur, mais ce n'est pas le cas. Le fait que ces pays reconnaissent ou prétendent ou annoncent qu'ils vont reconnaître la Palestine comme un État. Et la position d'Israël qui consiste à durcir le discours contre ces puissances. C'est-à-dire, cela nous parle d'un non complexe. Et parce que c'est de plus en plus fréquent. Ce que je vois dans la situation actuelle, c'est que nous avons de moins en moins de marge d'erreur. Il faut se rappeler, je crois que c'était cette semaine, si ce n'était pas la semaine dernière, ce déploiement que les États-Unis ont effectué, de leurs sous-marins entre les exercices militaires, les avions qu'ils font approcher de partout. Mais il y a aussi la Russie, la propagande qu'elle fait sur son potentiel en armement. Eh bien, cela te parle d'une ambiance qui nous laisse de moins en moins de marge d'erreur. Et malheureusement, nous avons des politiciens qui improvisent beaucoup et qui peuvent commettre une erreur, sans aucun doute. Exactement, non. Comme tu dis, la marge d'erreur est de plus en plus grande. Comment puis-je exprimer plus de sensibilité, c'est-à-dire une probabilité accrue qu'un événement se produise? C'est tout. Au cours des 2 derniers jours, on a vu des avions américains juste à la ligne de la frontière avec le territoire chinois et le territoire russe. Ainsi, tu vois qu'il y a comme une pression constante où si quelque chose échoue, eh bien, on en parle déjà. On peut même déclencher une guerre et donc une erreur. Même venant d'une personne, pas nécessairement un politicien. Quelqu'un qui perd la tête, quelqu'un qui dise « il a dépassé les bornes, je dois le faire chuter, c'est ce qu'on m'a ordonné ». En fait, même un accident peut te mettre dans un conflit assez compliqué. Je veux croire, nous ne le savons pas, mais je veux croire que les lignes de communication entre les puissances restent gérées par des personnes d'un haut niveau de sérieux et d'intelligence.
Et je ne parle pas de la partie politique, mais de la partie militaire de cette communication qui existe entre les puissances nucléaires, surtout justement pour prévenir ce genre de choses. Mais cela, je veux le croire, je le dis sans aucune preuve, parce que s'il y a bien une chose que nous avons vue, c'est que ces personnages s'éloignent de plus en plus. Ceux qui osent exprimer leur désaccord ne s'entourent que d'un groupe qui leur appartient ou dans lequel ils savent qu'ils ne rencontreront aucune résistance face à leurs désirs et caprices. Nous vivons une époque complexe, extrêmement intéressante pour l'analyse politique. Et je pense que même s'il est toujours bon d'être informé, surtout pour ceux d'entre nous qui adorent l'actualité, ces sujets ne doivent plus passer inaperçus. Parce que je vois encore chez la majorité de la société une méconnaissance et un éloignement de tout ce qui se passe. Pour revenir au sujet latino-américain. Et un manque de sensibilité pour pouvoir identifier ce qu'est une information et ce qu'est une fake news. En d'autres termes, les chiffres n'ont plus de sens tant tout est déjà excessif. Quand je te parlais du trillion, tu te dis, ouais, c'est que là, on parle d'un chiffre qui est extrêmement lointain. Mais ce que je veux dire, c'est que maintenant, les gens, ça ne les touche plus. Beaucoup de gens, au moins, ne savent même plus si le chiffre est correct, si cette information, les gens se laissent emporter et les dirigeants n'aident pas, car ils ont leurs propres intérêts. Ce sont les principaux à promouvoir tout cet environnement de saturation d'informations biaisées. Il ne s'agit plus seulement de la surabondance de fausses informations, mais aussi du biais informatif émanant du gouvernement. Rien qu'avec ça, et chaque gouvernement a le sien. Donc c'est chaud, non? Et comme une parenthèse, l'une des dystopies littéraires les plus connues, c'est celle du meilleur des mondes, de Huxley, et qui parlait essentiellement de cela. Autrement dit, la meilleure façon de contrôler la société n'est pas de restreindre l'information, c'est de la saturer d'informations. Il est désormais impossible de distinguer le vrai du faux. Et en ce moment, nous sommes à cette époque. Nous sommes actuellement à un moment où tu ouvres n'importe quel réseau social et tu vas trouver une infinité d'informations fausses. Et effectivement, où il est et sera de plus en plus difficile de distinguer le réel du fictif, le réel de ceux qui cherchent à manipuler. Avec le sujet de l'intelligence artificielle, c'est très simple. Et ce sera de plus en plus simple. Pouvoir générer des vidéos, pouvoir générer des images. Qu'ils veuillent en dire quelque chose alors qu'ils n'ont aucune preuve véridique. Et là, je pense que nous avons effectivement une responsabilité en tant que citoyens de nous informer, et de nous informer pas seulement selon une seule ligne de pensée, n'est-ce pas? Et une recommandation que je fais à tout le monde, c'est que si tu as déjà identifié les biais, et je vais parler du Mexique, parce que c'est plus facile, parce qu'on peut le transposer au monde en général. Eh bien, si tu lis la Jornada, lis aussi Reforma, trouve les deux biais et fais une thèse, une antithèse et une synthèse. Dans le cas global, si tu lis Russia Today, que tu sais être un média de propagande, alors lis aussi la British Broadcasting Corporation pour voir ce qu'ils disent, et lis Cable News Network et le New York Times. Et tu prends la même information des 4 sources et tu commences à te faire ta propre opinion, en comprenant que chacune a un biais ou une ligne éditoriale. Et aussi apprendre à différencier les opinions des informations. Attention. Et je le dis dans un cas très particulier, je donne mon opinion, je la donne généralement et j'essaie de la baser sur des faits et des informations. C'est pourquoi j'aime parfois citer les médias ou la source de l'information. Mais c'est une opinion personnelle, pas une vérité absolue. Et cela arrive souvent sur certains sujets de certaines chaînes, surtout comme nous en avons parlé tout à l'heure. On te présente des opinions comme des faits et des informations, et on te les donne comme une vérité absolue. Et ils ne font même pas le minimum de recherche en titrant, et tu te rends compte qu'il n'y a aucun fondement, qu'il s'agit en réalité de propagande et non d'information, de faits ou d'autres choses. Exactement, Gilles. Parlons d'autre chose. Il y a d'autres sujets, n'est-ce pas? Parce qu'il y a plusieurs sujets en suspens que je pense que nous pourrions aborder. On ne termine jamais tous les sujets, mais au moins, on progresse sur certains.
un petit rappel où on me prêtait attention et c'est quelque chose dont on ne parle presque jamais. Mais la Banque du Mexique a réduit le taux d'intérêt. C'est déjà la 5e baisse de l'année, AT et T. Bon, je ne sais pas si elle est déjà partie ou si elle prévoit de partir, mais en gros, je crois Que c'est juste l'annonce, mais elle s'en va déjà. Il a fait l'annonce, non? 10 ans, hein? Après 10 ans d'efforts, il n'a pas réussi à s'établir au Mexique. Clairement, je comprends qu'il va vendre sa part, qui représente environ 2 milliards de dollars, et puis une autre entreprise viendra essayer d'entrer sur un marché qui est en fait essentiellement contrôlé par Telcel, non? Celui-ci? La compagnie de, comment ça s'appelle? De Carlos Slim, de Carlos Lee? Je me comprends, c'est un monopole, exactement, non? Ça aussi, ça en dit long, non? Et donc ça, cette réunion clé dont nous venons de parler, qui sera essentielle pour Shema, la présidente mexicaine, avec le premier ministre canadien. Comment perçois-tu ce secteur économique dont on discute peu, mais que je trouve passionnant? Pour comprendre ce qui se passe en ce moment dans ce pays et dans l'environnement des droits de douane, utilisés essentiellement... comme une extorsion. Extorsion, exactement. C'est une extorsion que subit le Mexique. Enfin, pas seulement le Mexique, parce qu'en réalité, c'est tout le monde. Presque tout le monde, non? Si vous n'obéissez pas à Donald Trump, il vous impose des tarifs douaniers. Le Mexique traverse une situation économique très compliquée. La dette a déjà atteint 19 billions. La dette a connu une croissance assez importante. Et nous avons le tonneau sans fond, qui est Pemex, où le secrétariat des finances continue d'injecter de l'argent. La semaine dernière, si je ne me trompe pas, un nouveau prêt a été autorisé pour Pemex, où, grâce aux ressources du secrétariat des finances, il est garanti. Je crois que c'était 20 milliards de dollars, et rien n'indique que cela va s'arrêter. Maintenant, y a-t-il des choses positives ou qui semblent l'être? Parce que nous n'en avons pas encore une connaissance claire de ce conflit qui est en train de se produire. Avant-hier, le directeur de Pemex a laissé entendre que le Mexique ne fera pas l'ancien fracking, mais qu'il fera le fracking avec une nouvelle technologie ou quelque chose comme ça. Il a déjà laissé entendre qu'il y aura des investissements privés étrangers. Cela aura lieu une semaine après l'annonce de l'accord selon lequel le Mexique va supprimer les barrières tarifaires et non tarifaires pour les communautés non tarifaires. Eh bien, là, c'est un bon point. Tu sais, curieusement, la façon dont Andrés Manuel López Obrador a géré cela, très nationaliste et tout ce discours, ça pourrait être des cartes très puissantes pour négocier avec les États-Unis, non? Et qui seraient aussi bénéfiques pour le Mexique lors des transactions commerciales. Tu comprends? Tu vois, toutes les limites que je t'ai imposées pendant ces années, maintenant, je m'en libère. Je dis que ce serait une excellente nouvelle pour le Mexique. Ce serait spectaculaire et excellent pour le pays. Pour la Présidente, je ne pense pas qu'elle le soit. En termes politiques. Non, par sa base. Mais cette base, en ce moment, est écrasée, tu ne crois pas? Je veux dire, parce qu'il y a beaucoup de pression ici pour tout le monde, disons ceux du groupe non. Quand je parle de la base, je fais référence à l'électeur. Je ne parle pas du politicien. Et oui, ça dépend de la façon dont ils le vendent, non? Parce que tu vois bien qu'ils ont toujours leurs propres données, donc ça va dépendre de la façon dont ils le vendent, non? Ils vont vendre le pétrole, mais avec souveraineté, c'est exactement ce qu'ils vont nous dire. Au final, ça reste quand même un produit, non? Et un produit que tu veux que soit efficace et qu'il génère des ressources pour le pays. C'est parfait, nous générerions beaucoup plus de ressources. Je vais vraiment à l'extrême, privatiser tout le secteur de l'énergie. Le laisser à un groupe de politiciens qui le volent, qui le pillent, parce qu'ils savent que de toute façon, même s'il y a des pertes, le ministère des Finances va venir avec les impôts, injecter plus d'argent, et ils vont continuer à voler. Tu le vois avec les appels d'offres, tu le vois avec les attributions, tu le vois avec le syndicat, et ce n'est pas nouveau, c'est-à-dire le vol à grande échelle qui touche Pemex existe depuis toujours. Il suffit simplement de regarder les richesses inexplicables des dirigeants syndicaux de Pemex, que ce soit à l'époque de Romero de Chams ou du dirigeant syndical actuel. C'est vraiment absurde la façon dont il te le présente, et s'en vante.
Et d'autre part, la réalité, c'est que Pemex a été un échec total ces dernières années. C'est-à-dire, C'est comme si, avec tout le soutien que Pemex a reçu du gouvernement précédent, on pourrait s'attendre à ce qu'en ce moment, PP génère énormément. C'est la compagnie pétrolière du, monde la plus endettée, oui, oui, oui. c'est-à-dire la moins efficace, moins efficace. Non, non, tu dis, mais avec tout le soutien qu'elle a eu, avec tout le pari qu'a fait Andrés Manuel López Obrador sur le sujet, c'était pour qu'elle soit parmi les meilleures. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Quand on place le politicien au cœur de la prise de décision, on ouvre la porte à la corruption. Le terme, pour moi, le plus clair, c'est Dos Bocas. Dos Bocas a triplé son coût, c'est-à-dire que Dos Bocas est une raffinerie qui allait coûter 8 milliards de dollars, qui devait être prête en 2 ans. Et nous en sommes déjà à 5 ou 6 ans et elle n'est toujours pas prête. Même s'ils disent Bocalestan terminé et qu'ils l'ont inauguré, parce qu'ils l'ont inauguré 3 fois, non, Elle n'a pas produit. absolument rien. Et le coût a été de 22 milliards de dollars. C'est-à-dire, il n'y a pas de logique absolue, mais il faut s'en rappeler. Et je vais aborder un autre sujet dont nous avons beaucoup parlé ici, les attributions que les entreprises de Bermudez avaient. Le secrétaire d'État de Tabasco, qui est le chef d'un cartel de la drogue recherché par Interpol, a été l'un des nombreux bénéficiaires des attributions directes à Dos Bocas. Cela explique donc parfaitement les dysfonctionnements de Pemex. Si tu donnes les contrats à un trafiquant de drogue pour réaliser les travaux, alors le prix augmente de 300, 400, 500% de plus. Selon le type de travaux, ils ne sont parfois même pas réalisés au final. C'est-à-dire, la corruption qui accompagne ce genre de processus est d'une telle ampleur. C'est pourquoi beaucoup d'entre nous préfèrent que l'initiative privée soit ouverte et que le risque, le capital en jeu, soit celui des privés, pas celui des impôts. Parce qu'en ce moment, la question de Pemex est impayable. Avec ces 20 milliards, ils vont être destinés au paiement des fournisseurs, attention, c'est-à-dire, nous parlons de 20 milliards pour l'investissement, nous ne parlons pas de développement ni d'entretien, ce n'est pas ce qui n'a pas été payé aux fournisseurs. Et cela, c'est uniquement pour eux. Je crois que ce sont les années passées. Ce sujet-là ne va même pas te suffire. Ce sujet, on va juste faire une petite parenthèse parce qu'il faut aussi apprendre à identifier la bonne dette et la mauvaise dette, non? Bien sûr, la dette n'est pas mauvaise, exactement. C'est-à-dire que la dette en soi n'est pas mauvaise. Si ta dette sert à investir, parce que cet investissement va te rapporter plus d'argent, etc., etc. Alors, ça va te permettre de rembourser la dette, il va t'en rester et ça va te générer beaucoup de ressources. La plupart des pays contractent de la mauvaise dette, contrairement à la bonne dette. Quelle est la différence? Juste pour s'en sortir, en ce moment, ils s'endettent de plus en plus et bon, voilà, c'est comme ça. Ce que je vais mettre dans Des mots très simples et de façon individuelle. S'endetter auprès de la banque pour ouvrir un commerce dont la réussite est incertaine dans 3 ans n'est pas pareil. Tu pourras rembourser le crédit et à partir de là, ça te rapportera des revenus plutôt que de le dépenser pour partir en voyage et prendre des vacances que selon toi, tu mérites. C'est-à-dire, c'est très différent selon le type de dette que tu prends et le Mexique, ce qu'il fait, c'est prendre de la dette pour partir en vacances. Oui. Exactement, exactement. Alors, eh bien, je trouve très intéressant ce que tu dis à ce sujet. Un autre sujet que je trouve aussi très intéressant, c'est celui de Pablo Gomez qui va diriger la réforme électorale et donc qui, soi-disant, va inclure des consultations citoyennes, devrait aussi inclure des consultations avec l'opposition. C'est-à-dire, bon, parce qu'au final, c'est une réforme qui concerne tout le monde et cette opposition qu'ils n'ont peut-être pas, ne veulent pas ou n'aiment pas. Mais bon, au final, c'est aussi une partie de la population mexicaine qui a voté pour eux. Donc, 46% de la population a voté pour l'opposition. Parmi les électeurs, 46% ont voté pour une opposition. 54% ont voté pour Morena, Parti du Travail et Vert de nous. En train de parler d'eau. Grand nom, grand nom. Alors, et nous parlons du fait que presque la moitié de la population ne sera pas prise en compte, car l'idée de prendre en compte la citoyenneté est un piège, n'est-ce pas? C'est-à-dire, il faut vraiment prendre en compte l'opposition qui représente ces citoyens qui n'ont pas voté pour eux. Alors, parce que sinon, on fait une réforme sur mesure et donc une réforme sur mesure du gouvernement actuel, n'est-ce pas? Mais il faut penser à tout le monde
si on va faire une réforme, eh bien, qui affecte de manière aussi directe la démocratie, non? Je veux revenir un peu en arrière. Les réformes politico-électorales, surtout au Mexique. Des années 90 à aujourd'hui, chaque processus électoral a été suivi d'une réforme, sauf en 2018. Mais ces réformes ont toujours été initiées par l'opposition, même lorsqu'elle était minoritaire. Pourquoi ? Parce que après un processus électoral, celui qui perd en général se sent lésé. C'est-à-dire Un cas particulier est celui de 2006. Andrés Manuel López Obrador perd l'élection et lui, avec ses députés, propose une réforme électorale. Parce qu'il dit « c'est injuste que des entrepreneurs donnent leur avis sur des personnalités et qu'ils dépensent de l'argent pour acheter des spots afin de dire qu'une personnalité elle est mauvaise. » Qu'est-ce qui lui est arrivé à ce moment-là ? C'était légal, même s'il se mettait à terre en disant que non, que ceci oui. Non, tu ne peux pas dire que c'est anti-éthique. Tu peux dire que c'est immoral, tu peux dire ce que tu veux, mais c'était légal, c'était correct, et ça... C'est ce qui s'est passé. À cette époque, le Parti de la Révolution démocratique existait, mais pas encore Morena. Ce sont eux qui demandent cette réforme électorale, limitant les spots, la participation des entrepreneurs et le temps d'antenne. Et c'est normal que ce soit l'opposition, parce qu'en effet, c'est eux qui se sentaient lésés à ce moment-là, dans un consensus politique. Toutes les réformes politiques ont eu lieu depuis les années 90 et toujours, enfin, du moins dans un pays démocratique. Une réforme électorale vise à créer des règles du jeu plus équitables entre ceux qui détiennent le pouvoir et ceux qui veulent y accéder. Même si toutes les réformes ont été faites jusqu'à présent, dans ce cas, non. Ce serait la première réforme de l'époque récente au Mexique, qui vient du gouvernement, qui vient du pouvoir. Le pire, c'est que nous savons déjà comment Morena a mené les réformes qu'il a faites. Ce sont des réformes où pas une virgule n'a été changée à ce que l'exécutif envoie. Ce sont des réformes où des discussions ont été simulées, où un parlement ouvert a été simulé. Nous l'avons vu récemment avec la réforme sur les disparitions forcées, où ils ont rassemblé quelques collectifs, les collectifs les plus proches, et ils étaient comme des collectifs qui se consacrent à la recherche de disparus. Ils ont examiné précisément quelles sont les parties dont ils ont besoin dans la législation, et quand tu vois le travail législatif final, eh bien, c'est tout. Ils les ont écoutés, leur ont tapoté l'épaule et les ont ignorés, car aucune de leurs interventions n'a été considérée. Oui, ils étaient très contrariés car ils n'ont pas pris en compte leurs remarques. Alors, ici, il va se passer quelque chose de très similaire. Ils vont sûrement écouter certaines personnes qu'ils auront choisies. Merci pour ta participation. Cependant, je vais mettre en place la réforme que j'ai déjà préparée. Quelque chose qui attire beaucoup mon attention et que je ne dois pas laisser passer. Ce sont les personnages qui composent ce comité, un comité qui n'a même pas de raison d'exister. C'est aussi une réalité. La présidente, très bien, sans aucun problème, pour sa réforme, elle peut l'envoyer au législatif. Pourquoi ce comité est-il en train d'être créé ? Je le vois justement comme un sujet médiatique, un sujet de propagande, pour dire « Ah, regarde, nous sommes démocratiques ». Et nous avons organisé des tables rondes, ce n'était pas la présidente, c'était un comité pluraliste, Pablo Gómez, qui est celui qui dirige ce comité ou cette commission. Une personne de gauche depuis toujours, qui a été député 6 ou 7 fois, il a été l'un des premiers élus à la proportionnelle avec la réforme des années 70 du Parti communiste. Et il annonce qu'ils utiliseront leur rouleau compresseur sans problème. C'est un personnage qui vient de quitter l'unité d'information financière qui n'avait pas la préparation technique pour être à l'unité d'information financière et qui a utilisé l'unité d'information financière comme un bras politique pour la persécution. Des docteurs. C'est-à-dire, c'est un personnage totalement dogmatisé, un personnage qui se conforme plus à des idéologies qu'à toute autre chose. Et c'est lui qui va diriger leurs travaux, mais pas seulement lui. Tu as aussi des personnages comme Pepe Merino. Pepe Merino, c'est le directeur de l'agence numérique, cette agence qui va maintenant centraliser toutes les informations, toutes les données biométriques. C'est lié à la fameuse loi sur l'espionnage. Bon, c'est un personnage qui a été impliqué dans différents scandale, surtout à l'époque du Covid à Mexico. Mais il s'agissait aussi d'espionnage, et c'est lui qui a fait ou à qui on attribue d'avoir fait cette réforme de la loi sur l'espionnage. Il faut rappeler que le gouvernement ne s'est pas limité à la loi sur les télécommunications, car en ce moment, il dit non.
Oui, nous avons modifié la loi sur les télécommunications et supprimé les articles qui prêtaient à des malentendus. Ce qu'ils ne te disent pas dans cette page, c'était qu'ils l'ont intégré dans 6 législations différentes. Les articles qui permettent à cette personne d'avoir accès à toutes les informations numériques existantes, privées et publiques. C'est-à-dire, avec cette réforme, ils vont pouvoir, par exemple, accéder aux données que possède Telcel, les transmettre au gouvernement. Et il va y avoir une centralisation de toutes ces informations. Même dans le meilleur des cas où le gouvernement n'utiliserait jamais cela à mauvais escient. Quotidiennement, des informations font état de piratage des systèmes et bases de données gouvernementaux. Je n'ai absolument aucune confiance à ce que toutes mes informations soient sur un seul portail, sur une seule plateforme gérée par un gouvernement qui se fait pirater. Un jour oui, un autre aussi. Pour rappel, il y a eu l'affaire de la CDNA qui devrait être la mieux protégée. Je veux dire, les fuites qui sont arrivées jusqu'au niveau des soldats, des militaires, je trouve ça très intéressant. Ce que vise donc la réforme, c'est pour mieux comprendre cela. Donc, quelle est l'intention de ton point de vue? Il y a 3 points qui sont déjà visibles, qu'ils ont appliqués avec le plan A, qu'ils ont appliqué avec le plan C, et maintenant ils le font avec ce nouveau projet. Et attention, c'est aussi très précis. La réforme n'est pas encore connue, elle n'est pas encore... Il n'existe pas publiquement quelle sera la réforme, mais il t'annonce déjà plusieurs choses. L'une d'elles concerne les plurinominales. Il pourrait s'agir de la suppression des députations plurinominales, parce que les plurinominales sont importantes, les plurinominales. Précisément, elles donnent une représentation à ce secteur de la population qui vote pour une opposition qui crée un contrepoids au sein du législatif, mais qui ne gagne pas l'élection. Et supposons-le de cette manière. Le Mexique compte 300 districts électoraux. Si dans les 300 districts, un parti gagne 51 à 49, un parti aurait 300 députés et l'autre aucun. La proportion des électeurs est de 51 à 49, mais la représentation au Congrès sans plurinominal serait de 300 à 0. Disons que cela t'aide à ce qu'il y ait plus de représentation des électeurs, en gros. Tout à fait. On les appelle représentations proportionnelles. C'est le nom des plurinominales. Ça, c'est d'un côté. Un autre point qui est en discussion, c'est le financement des partis, ce qui est très intéressant. Pourquoi ? Les dépenses élevées des partis politiques sont très coûteuses pour la démocratie, bien que ce soit quelque chose que tout le monde souhaite. Mais en ce moment, avec une situation où il y a un parti presque hégémonique et une opposition totalement affaiblie, c'est un coup de grâce pour les partis d'opposition. Alors, faut-il repenser la question de la façon dont tu vas financer les partis politiques ? Et il y a de nombreuses façons de le faire. Par exemple, le secteur privé. C'est pourquoi? Aussi là. Donc, une séparation apparente des Verts avec Morena. C'est-à-dire comme si... Et le Parti du Travail aussi, hein? Et le Parti du Travail aussi, n'est-ce pas? C'est-à-dire, ils ne sont pas d'accord avec Ojo. C'est très surréaliste. Mexique. L'espoir que nous avons en tant que citoyens que cette réforme soit stoppée ou atténuée, ce n'est pas l'opposition, ce n'est pas la citoyenneté, ce ne sont pas les médias, c'est le Parti du Travail et c'est le Vert. Mince, on en est vraiment arrivé là ? Avant d'aborder ce point, je tiens à souligner l'intérêt de ce qui concerne le Parti Vert et le Parti du Travail. Oui, 2 points fondamentaux qui semblent être inclus dans cette réforme. Et j'insiste, je dis « il semble », car c'est ainsi que cela a été annoncé et travaillé dans les autres projets de réforme de López Obrador, à cause du type de personnages qui sont impliqués dans ce cabinet ou dans ce comité. Mais cela ne veut pas dire que ce sera ainsi, parce que nous ne savons toujours pas quelle sera la réforme n'existe pas encore publiquement. Un autre point central est la disparition de l'Institut national des élections en tant qu'organisme autonome et son transfert au ministère de l'Intérieur, comme c'était le cas dans les années 80. Et cela est extrêmement dangereux. C'est-à-dire, il n'y aura aucune légitimité, les élections, si elles sont à nouveau contrôlées par le gouvernement, n'auront aucune légitimité.
Bien sûr, leur électeur sera content, donc tout sera parfait. Écoutez, on a déjà vu ce qui s'est passé au Venezuela, c'est-à-dire avec le Conseil national électoral. C'est ce qu'ils veulent faire avec l'Institut national des élections. Et l'autre, c'est la diminution du nombre de conseillers électoraux et qu'ils soient élus au suffrage populaire. Autrement dit, la même chose que pour les juges et les magistrats, appliquer cela aux conseillers électoraux. Qu'ils se politisent et deviennent des outils de manipulation. Où le parti au pouvoir, qui a la capacité de mobiliser, te donne la consigne et te dit pour qui voter, imagine-toi. C'est-à-dire, c'est l'arbitre électoral, un arbitre qui a déjà peu de légitimité. Avec l'affaire de Guadalupe Tadel, qui vient tout juste de nommer son fils comme secrétaire particulier du gouverneur de Sonora. C'est-à-dire, à ce point-là, et tu dis... C'est-à-dire, vers où nous nous dirigeons, c'est de plus en plus dangereux. Et attention, nous n'avons absolument plus rien à faire maintenant. C'est pourquoi maintenant, nous dépendons de partis qui, en particulier, représentent le temps le pire. Pas seulement aujourd'hui, mais depuis toujours. Il s'agit du Parti vert et du Parti du travail, qui ont été des parasites des autres partis comme le Parti Action nationale, le Parti révolutionnaire institutionnel et le Parti de la Révolution démocratique. Tout simplement, et j'en faisais récemment l'ironie, n'ose pas. Le Parti vert n'a encore jamais gagné d'élection fédérale. Ou il s'allie avec le Parti révolutionnaire institutionnel quand le Parti révolutionnaire institutionnel gagne. Il s'allie avec le Parti Action nationale quand le Parti Action nationale gagne. Et il s'allie avec Morena quand Morena gagne. Mais le Parti vert n'a jamais perdu. Il n'obtient jamais plus de 4 à 5% des voix, sauf en 2009, où il a atteint un maximum de 9%. Maintenant, ces deux partis qui sont la figuration du gouvernement, qui sont en alliance avec le gouvernement, voient donc leur existence en danger. Avec cette réforme, ce sont ces partis qui pourraient arrêter cette réforme. Autrement dit, le grand défi pour Morena, pour la présidente et pour ses opérateurs, c'est de surpasser ou de concilier avec les partis alliés. Je suis convaincu qu'ils vont réussir. Pourquoi ? Parce qu'ils nous l'ont déjà prouvé. Comment agissent-ils ? En utilisant la méthode de la carotte et du bâton. C'est-à-dire, nous avons vu en direct comment un sénateur a été extorqué, et comment une réforme aussi importante que la réforme judiciaire a été approuvée. Sous l'extorsion et l'enlèvement d'un autre sénateur. Il faut se rappeler que tout le monde parle de Younes, mais il faut aussi se souvenir du sénateur de Mouvement Citoyen qui était détenu à Campeche, dont le père a été arrêté quelques heures auparavant et qui a été retenu au parquet de Campeche. Le jour de la séance. Et on l'oublie. Alors, dans ce contexte, il me paraît évident que s'ils ont réussi à le faire avec l'opposition, ce sera beaucoup plus facile de le faire avec leurs alliés. Et contrairement à d'autres moments, ils ont tout le pays à négocier. C'est-à-dire qu'ils peuvent t'offrir le pouvoir judiciaire, ils peuvent t'offrir le pouvoir législatif, ils pourront t'offrir l'Institut national des élections, ils pourront t'offrir ce qu'ils veulent. Parce que ça n'existe plus. Des mécanismes de résistance à ce que le pouvoir exécutif et le pouvoir hégémonique d'un parti veulent de faire. C'est-à-dire, la situation est aussi grave que ça. C'est pourquoi je vois très peu probable qu'on puisse réellement arrêter la réforme. Même s'il est vrai qu'on peut nuancer, et ce serait grâce au Parti du travail et grâce au Parti vert. Eh bien, voilà, c'est-à-dire, nous sommes face à un défi très intéressant dans lequel il faudrait une opposition forte, intelligente, etc. Mais il n'y en a pas, elle n'existe pas, c'est comme si... Que, en plus, l'opposition que nous avons au Mexique, attention, le fait que je sois en train de raconter ce que je vois. En aucun cas. Ce n'est pas une défense de l'opposition, qui est tout aussi mauvaise, voire pire, c'est-à-dire vraiment pourrie. Oui, nous avons suivi ici, vendredi après vendredi, l'affaire d'Adán Augusto. Ce mercredi a eu lieu la session de la commission permanente du Congrès, où enfin, un mois plus tard, ils osent enfin parler du sujet d'Adán Augusto. Et attention, c'était un cirque très amusant, bien sûr, cela a donné lieu à des TikTok impressionnants qui sont sûrement devenus viraux. Mais l'opposition, s'il vous plaît, de façon ridicule, timorée. Et tous, enfin, ou la grande majorité. Il y a des personnages, comme partout maintenant. Pareil dans Morena, il y a des gens qui s'en sortent, dont ils ne sont pas tous une bande de corrompus, mais dans l'opposition, bon sang, c'est vraiment la honte. Tu voyais, j'ai vraiment un Ricardo Anaya avec cette excellente oratoire et cette capacité d'argumentation qu'il lâche. T'as crois ? Oui, mais un mois après, quel intérêt ?
Je veux dire, ce sujet aurait dû être abordé il y a un mois, tu n'aurais pas dû donner l'occasion au gouvernement de se mettre d'accord sur la défense qu'il allait lire, parce que c'est ce que fait Adán Augusto en séance plénière, en simulant qu'il y a une controverse. Tu vois un Alito Moreno, président du Parti révolutionnaire institutionnel, cette fois avec un discours ferme comme on le voit rarement à la tribune. Je ne parle pas de lui en particulier, mais en général. C'est clair maintenant qu'il est poursuivi politiquement, maintenant qu'il est menacé de perdre son immunité, et bien maintenant, il sort vraiment pour brûler ses vaisseaux. Frère Zakiev, ça c'était il y a un mois, non? Et maintenant? Ensuite, tu vois Mouvement Citoyen avec une attitude totalement timorée, évitant le sujet d'Anagustia. Non, il ne faut pas personnaliser le sujet des noms, voyons. Le sujet concerne l'ex-secrétaire de la gouvernance, un ex-gouverneur président de la Jucopo et coordinateur des sénateurs au Sénat. De Morena, il a nommé le chef et fondateur d'un groupe de narcotrafiquants comme secrétaire à la sécurité. C'est ça le sujet, il ne s'agit pas de ne pas personnaliser. Il s'agit de personnaliser, parce qu'on ne peut pas normaliser ce genre de choses. Et non. Et il disait par là, cet Adán Augusto, ce n'est pas que je l'ai nommé, je l'ai juste confirmé, mais ça revient à le nommer exactement. C'est le nommer parce que tu le confirmes, parce que tu as considéré que c'était la meilleure personne pour être là, non? Et il veut l'exprimer en disant qu'il le connaissait à peine. Tout est en train de se révéler. Divulgué par le gouvernement fédéral lui-même. De quelle était ta proximité, pas seulement maintenant, mais depuis toujours, avec ce personnage? De comment, par l'intermédiaire de ton beau-frère, gouverneur du Chiapas, ils l'ont couvert de contrats, lui et sa famille, de comment avec... Tu études notariale, tu l'as soutenu. Ça suffit, ça ne peut pas continuer, s'il te plaît. Il a ensuite dit, mais Guacamaya League n'est-elle pas sortie en 2022 alors que je n'étais plus là? Tu étais secrétaire de l'intérieur, c'est-à-dire tu étais le secrétaire, tu étais la personne responsable. De la politique intérieure, en supposant qu'il ne savait rien pendant le gouvernement. Quand il était secrétaire d'État, il aurait dû savoir. Bien sûr. C'est-à-dire, il y a une intervention de Federico Doren qui, à mon avis, met les points sur les i et il me semble être l'une des exceptions. Depuis un mois, il exprime clairement ses idées, contrairement à Ricardo Anaya ou Alito Moreno. Et Félix Codorn dit, me voyons qui donne l'information. C'est-à-dire le chef du renseignement de la Serena qui fait le rapport où Adán Augusto savait que Hernán Bermúdez était le chef de la Barredora et le fils du secrétaire de la Serena. Voyons, il n'y a pas de moyens. Qu'on ne sache pas cela au plus haut niveau, il n'y a aucun moyen que le secrétaire de la Défense ne l'ait pas dit au président. Maintenant, quel est le sujet? Et pourquoi Morena se plie-t-il à accompagner ce personnage? C'est trop grand pour tomber. Qu'est-ce que je veux dire par « c'est trop grand pour tomber » Adán Augusto était le coordinateur de campagne de Claudia Sheinbaum. Il faut se rappeler que pendant 2 années entières, le pays était couvert de panneaux publicitaires. Il faut se rappeler qu'Adán Augusto lui-même et Marcelo Ebrard ont accusé Claudia Sheinbaum de recevoir de l'argent d'origine illicite pour financer cette pré-campagne. Il faut se rappeler que c'était le secrétaire de l'Intérieur, le frère de López Obrador, selon les propres mots de López Obrador. Dans tout le pays, tout le pays, avec les gouverneurs, il est allé voir Adán Augusto, c'est très grand pour tomber. Autrement dit, ils ne le lui retireront pas si facilement. Pour revenir à notre point de départ, peux-tu imaginer Adán Augusto témoignant aux États-Unis? Oui, imagine, oui, bien sûr, ce dont on l'accuse. C'est du narcoterrorisme, c'est bien ça. Et si les États-Unis emmenaient Adán Augusto? Oublie les menaces de Harfouch envers Adán Augusto, car ce dernier se précipite vers les États-Unis. Que veux-tu savoir d'autre? Il est à ce niveau-là. C'est ce qui rend la situation au Mexique si complexe. Et en plus, voyons, le sujet du huachicol fiscal. Il faut rappeler qu'un des personnages centraux de cette polémique, que Magenta documente depuis 2021-2022, c'est Adán Augusto. N'oublions pas l'importance de ce qui s'est passé lundi. Ça m'effraie de voir à quel point nous avons normalisé cela facilement. Je considère les actions de lundi comme des actes délictueux et terroristes, et je vais t'expliquer pourquoi. Lundi, ils ont assassiné en plein jour sur l'un des principaux boulevards de Tamaulipas.
Au délégué du parquet de la République, il l'assassine et lui lance une grenade. C'est de la folie? Je veux dire, ce sont des images qu'on s'attendrait à voir au Moyen-Orient dans les zones les plus conflictuelles, c'est-à-dire à l'époque de la Colombie de Pablo Escobar. Carajo est le délégué du parquet et cela se produit quelques semaines après la saisie de Huachicol. Une simple coïncidence? Non, un message très dur. Je l'appelle terrorisme parce que l'article 139 du Code pénal fédéral définit ainsi le terrorisme. Je te donne une série d'objets qui peuvent être utilisés, parmi lesquels des explosifs, pour intimider la population, pour envoyer un message aussi bien au gouvernement qu'à la population, pour chercher à inspirer la peur. S'il vous plaît, s'ils utilisent dans des grenades contre le délégué du parquet général de la République, c'est pour envoyer un message, c'est pour générer de la peur aussi bien au sein du gouvernement que parmi la population. Et c'est parce qu'ils cherchent à ce que le gouvernement agisse d'une certaine manière, ce qui caractérise parfaitement le crime de terrorisme. Qu'ici au Mexique, il semble que nous ayons peur de parler de la réalité. Eh bien, La voilà. Gir. Ce sont au moins quelques-uns des sujets auxquels nous avons pensé. Mais pour l'instant, je dois m'arrêter ici, Girs, pour ensuite continuer la discussion. vérifiez la question Pérou-Colombie, les Disputes territoriales. qu'ils ont dans la région de l'Amazonas. Nous en parlerons plus tard, car c'est un sujet qui, même s'il ne semble pas très important, et j'espère que ça ne le sera pas, attire beaucoup l'attention. Dans ce contexte, Il faut en parler, il faut en discuter, car le sujet est resté en suspens, le sujet d'Israël et la possible prise totale du territoire de Gaza, qui a déjà commencé en ce moment. Et il y a aussi le sujet de Del, le Liban d'El le Liban, la Russie, l'Ukraine et la Chine, le Cambodge. vient de demander que Donald Trump soit Le prix 9e le prix de la... passe celui-ci. Voyons, je suis allé. Le- Le campement du Cambodge. Exactement, exactement. Et ce serait bien d'ajouter vendredi prochain le sujet des intelligences artificielles, car des réglementations commencent à émerger. On commence donc aussi à voir certains rapports sur la façon dont cela a affecté l'emploi au niveau international ces derniers mois, dans certains domaines où on ne s'y attendait pas et dans d'autres, pas autant. Intéressons-nous maintenant à cette autre partie très captivante. Et puis, continuer à parler des défis au Mexique, et notamment la sécurité et le sujet des droits de douane et toute cette situation. Donc, excellent Gires, comme toujours. C'est un plaisir de discuter avec toi et rappeler à la communauté que Gires a déjà sa propre chaîne. Alors, allez-y parce qu'il fait des analyses, il fait des rapports sur sa chaîne pour que vous puissiez aller voir, lui laisser des commentaires et vous abonner. Parfait, à vendredi prochain. Merci beaucoup. Comme toujours. Salutations à toute la communauté. C'est toujours un plaisir d'être ici, de discuter de politique et de donner mon avis. Génial. Nous verrons bientôt. C'est Bien sûr, on se reparle très bientôt. Et là, tu me diras, quand on passe sur ta chaîne, avec grand plaisir, je reste attentif à ce sujet dont tu m'avais parlé et à ce sujet aussi. Votre section cratologie est très intéressante. Je vous explique comme ça, rapidement. La chaîne va bien. En ce moment, je publie de courtes vidéos donnant mon avis sur l'actualité intéressante. De politique. Évidemment, j'ai une section qui est plutôt de type podcast. Celle-là, je la publie le samedi et elle s'appelle Cratologie. Un ami apparaît avec moi. Il est se mettre en littérature. Nous parlons soit d'un roman, d'une nouvelle, d'un auteur. Nous commençons. Excellent. C'est pourquoi la créatologie, la création de pouvoir et de connaissances, sera décortiquée à partir de cette partie du pouvoir. Ce podcast d'un peu plus d'une heure est consacré à la partie littéraire. Mais je le connais aussi du côté plus politique, le pouvoir, ce que cela représente. Et j'aimerais aussi aborder cette partie d'entretien où tu seras le premier. Là, dès qu'on pourra se mettre d'accord pour cette petite heure, pour pouvoir en discuter. Et pour ce que il me vient à l'esprit, on commence. Là, je suis juste en train de tester les formats. Vraiment, je vois comment la chaîne se développe. Comment la chaîne se développe. J'ai regardé celui qu'ils ont fait
comment s'appelle ce livre d'Orwell. Et il est excellent, c'est très intéressant. Un point de vue que je n'avais jamais entendu auparavant. Alors, regardez-le, s'il vous plaît, il est vraiment bien. Je vous mets l'annonce aujourd'hui, elle sortira demain. Un conte d'Isaac Asimov intitulé La dernière question, Un conte des années 50 qui parle d'intelligence artificielle. Imaginez ce que c'est de parler avec ChatGPT depuis les... Cette histoire des années 50 nous transporte et s'inscrit dans la durée. 3 trillions d'années et... en 20 pages. C'est fascinant. J'espère que ça vous plaira et on vous attend sur la chaîne. C'est bien, Gids. Avec grand plaisir, nous discutons. Portez-vous bien. À bientôt. Merci et salutations à tous.